Je me dis, oulala, en fait non, il n'y a qu'une réponse, une réponse, je crois, qui est très générale, dont les parents ne sont pas du tout conscients, et puis que l'on a oublié quand on est parent, quand on est devenu adulte, on a oublié. Je crois que la priorité de n'importe quel enfant, c'est de faire plaisir à ses parents. Et je crois que si les enfants acceptent beaucoup de situations qui sont difficiles pour eux, c'est parce qu'ils ont, mais c'est complètement inconscient, cette priorité-là. Ils sont totalement à la fois assujettis aux parents, bien entendu, et je crois qu'ils sont admiratifs obligatoirement des parents. Et moi, dans mon travail de famille d'accueil, je peux dire que quelles que soient les difficultés que l'enfant rencontre par rapport à ses parents et à sa famille, on sent toujours cet amour d'enfant très fortement envers ses parents. Il y en a même une qui, là alors ça m'avait ému quasiment jusqu'aux larmes. Et c'est une chanson qu'il se chante dans les foyers, que je connaissais pas du tout, qu'il a chantée. Donc c'est une chanson qui raconte un enfant battu. Et je me rappelle plus exactement des paroles, mais bon, alors quand on est extérieur à la situation, on dit ces affreux parents, etc. Et en fait, qui avait pour refrain toujours l'amour de cet enfant battu envers le parent qui le battait. C'est une chanson qui m'avait beaucoup impressionnée. Voilà. Donc voilà, s'il est je ne sais plus comment tu m'as posé la question, un objectif donc de la part de l'enfant. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Et voilà, alors après ça change, c'est peut-être d'ailleurs ce qui est à la source de ce que l'on appelle après la crise d'adolescence, parce que quand l'enfant justement devient conscient plus objectivement des différences avec d'autres, à ce moment-là, il peut se rebeller très fortement. C'est très cohérent parce qu'à la limite, il y a toute la souffrance qu'il avait niée auparavant qui ressurgit à ce moment-là. Okay. Voilà. Bon, vas-y. Alors pour revenir justement, c'est intéressant comme question, pour revenir donc à la place donc de l'école et à ce que je disais qu'on pouvait observer chez ces enfants qui ont en difficulté scolaire, comme un symptôme un peu général chez ceux qui ont été en difficulté familiale. Du coup, ça me permet de dire qu'en fin de compte, il s'agit peut-être tout simplement d'un déplacement. Qu'en fait, cette souffrance donc, dont ils évacuent complètement l'existence vis-à-vis de leurs parents, de leur mère ou de leur père directement, peut-être qu'ils déplacent ça tout simplement sur l'école et l'exigence de l'école, et que là, ils se permettent d'opposer du refus, alors que vis-à-vis du parent, ils ne se le permettent pas. C'est intéressant comme question et comme perspective que ça ouvre. Justement, ce transfert, on fait facilement, hélas, 3 fois hélas, des transferts, hélas, sur des gens, sur des situations, paraît-il. Est-ce qu'on aurait peut-être besoin de méthodes, justement, de se détacher, de prendre du recul? Pourquoi pas du yoga, pourquoi pas une activité artistique, mais prendre du recul. Qu'est-ce que tu en penses, prendre du recul? C'est justement par rapport à ces transferts, peut-être, Marc? Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est ce que l'on arrive quand même plus ou moins à faire. Bon, heureusement, notre société nous laisse quand même pas mal de liberté, nous offre pas mal de choix et nous laisse pas mal de liberté de ce côté-là. C'est très bien ça, je crois que tout le monde plus ou moins le fait. C'est ce que le père Freud appelait sublimation. C'est-à-dire donc d'être capable, ces contradictions, ces difficultés, etc., de les transformer, de les sublimer en
quelque chose qui va être socialement acceptable et qui va nous permettre donc, en ayant, il y a une alchimie qui se passe là, hein, donc, en ayant donc transformé ces manques, de les faire devenir des possibilités, des aptitudes, de l'imagination, etc. Donc le recul, la prise de recul est inscrite dans la démarche. Hein, voilà, le fait de... Alors, on n'a pas toujours besoin de savoir ce qui s'est passé. Tout le monde n'a pas besoin de passer sur le fauteuil d'un psychologue ou d'un psychanalyste pour être capable de le faire. Ce sont des capacités qui sont pas mal transmises par la famille, parce que justement, je parlais tout à l'heure de famille d'artistes, ben voilà, ce sont des valeurs qui sont transmises par la famille. Et puis quelquefois, certaines personnes donc, ont plus de mal donc, à se dépatouiller des poids qui les encombrent. Bon, ben donc il y a des aides qui peuvent être recherchées et qui permettent justement de se créer une autre personnalité, de s'ouvrir vers d'autres possibilités que l'on a en soi, mais qui étaient fermées à cause des difficultés qu'on avait rencontrées. Bon, donc, mais on peut le faire et puis ça se fait et tout. Je crois que ça c'est un avantage quand même qu'on a dans la libéralité de notre société, de chacun de trouver une voie dans ce sens-là. Par contre, pour revenir à l'école, au lieu de continuer de rester polarisé sur ce qu'il faut apprendre, qui servira pour beaucoup pas grand-chose plus tard, l'école pourrait se donner dans ses missions, cette mission-là, de permettre à chacun de découvrir quelles sont ses aptitudes, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sa personne, et tout le monde a des possibilités. Absolument. Mais effectivement, je pense, je ne connais pas le programme de formation des IUFM, j'y suis jamais passée, je ne connais pas. Mais d'après ce que j'ai entendu dire par des enseignants eux-mêmes, la part de formation aux phénomènes psychologiques, aux phénomènes de groupe, mais aussi à tout ce que l'on appelle identification, transfert, etc., cette part-là est très faible. Et ils ont une formation qui est essentiellement centrée sur les savoirs à transmettre, encore une fois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout opportun. Bien sûr, il y a toujours des savoirs à transmettre, ça restera dans les missions de l'école. Mais il me semble que le travail relationnel est négligé dans leur formation et mériterait qu'on lui accorde une part beaucoup plus importante. Voilà. C'est quelque chose qui apparaît pas dans le diaporama du mémoire parce que je l'ai ajouté ensuite. Mais j'ai fait un petit bout d'enquête auprès d'élèves de terminale dans un collège agricole. Donc ce sont des enfants qui se sont retrouvés dans cette filière-là, qui est une filière professionnelle, donc qui ont à un moment donné été en difficulté dans la filière générale, parce que malheureusement on oriente les jeunes dans les filières professionnelles parce qu'ils ont échoué dans la filière générale, ce qui est très regrettable, parce que rentrer dans la vie professionnelle, c'est pas quelque chose d'amoindrissant, ça ne devrait pas du tout être considéré comme ça, hein. Ça devrait être un choix et non pas une sélection par l'échec. Ça aussi, ça fait partie des choses à changer. Et donc, je leur ai demandé de dresser le portrait de l'école idéale. Et ce qui est arrivé en tête dans leurs observations, c'est la relation enseignant-élève. Je crois
elles étaient 19 à répondre donc à ce petit bout d'enquête. Et il y a eu, sur les 19, il y a eu quand même 12 réponses qui ont mis en avant la relation professeur-élève en demandant plus de respect de la part des enseignants, plus de chaleur, enfin. Donc il est clair que dans les défauts de l'école actuelle, le fait que cette relation soit... à mon avis, elle est idéologiquement évacuée et c'est très regrettable parce que quand on est adolescent, quand on est jeune, quand on a tout à apprendre de ce qu'est le monde des adultes, c'est bien entendu dans le relationnel que ces apprentissages-là se font et pas à travers des livres et des polycopiés. Voilà. Donc oui, très certainement, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je reviens. Du coup, ça me fait revenir ta question aux observations sur le mal-être, hein, et aux symptômes de mal-être. Ça, c'est Dolto qui le dit dans un ouvrage qui est bien sympa qu'elle avait écrit avec sa fille à l'intention justement des adolescents. Et elle trouve dans ce livre que l'on traite très durement pour les adolescents. Je ne sais même pas si c'est pas le mot cruel qu'elle utilise. Elle se demande pourquoi on les traite si durement. Et elle dit qu'il y a peut-être bien une rancœur de la part de tous les adultes à cause de tous ces renoncements qu'ils ont été eux-mêmes obligés de faire par rapport à eux-mêmes et à leurs idéaux et tout ça. Et donc ça c'est classique, hein, on reporte toujours sur les enfants et les plus faibles, ce dont on a nous-mêmes souffert. Ça c'est quelque chose justement que tous les éducateurs et les enseignants donc, devraient apprendre en priorité. Donc elle dit ça, hein, qu'il y a peut-être bien dans notre attitude qui enferme tellement les adolescents, qui les prive tellement au lieu de leur permettre des ouvertures, hein, peut-être cette rancœur de la part des adultes que nous sommes devenus. Donc ça rejoint ta question sur la sincérité parce que la vie professionnelle en particulier exige beaucoup des gens et exige souvent des choses qui les mettent en désaccord avec eux-mêmes. Hein, et dans des situations dans lesquelles ils vont être obligatoirement insincères et inauthentiques avec eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est effectivement un vaste problème auquel, en tant qu'individu, on ne peut pas répondre, je crois. Voilà, alors on peut chercher ces zones de sincérité, comme tu le disais tout à l'heure, dans des activités plus personnelles, des activités artistiques. Oui, on peut le faire. Ceux qui arrivent à s'exprimer de cette manière-là et joindre aussi le volet professionnel à cette situation sont très chanceux, à mon avis. Parce que donc arriver à gagner sa vie sans faire trop de concessions à ce qui va nous contrarier et être en désaccord avec nous-mêmes, c'est pas évident. Hein, et je pense que ça, c'est un des facteurs importants de ce qu'on peut appeler le mal-être dans notre société. Voilà. En tout cas, Marthe, chez toi à Aiguière, le 12-11-2004, on sent une atmosphère de bien-être. La cheminée brûle tranquillement, c'est sympathique et je te remercie de m'avoir invité. Mais j'ai envie d'ajouter un point à ta conclusion. Voilà, ça aussi c'est un choix. Le feu de bois, c'est du travail, il faut aller dans le vent avec sa scie ou sa tronçonneuse.
Et voilà, donc je crois que n'importe quelle situation, on se le construit, le bien-être que l'on trouve, peut-être en apprenant à être exigeant avec soi-même, et puis de se dire, donc c'est de ça que j'ai envie et pas autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ?